je prends la parole quelques secondes avant de la laisser à Alexandre Taillersio pour c'est lui qui va animer la table ronde. Donc je vous rappelle le thème de la table ronde, c'est quoi le thème de la table ronde, Alexandre, au fait? Je n'ai pas envie de te le laisser dans la merde. C'est pas grave. Non, le thème de la table ronde, c'est est-ce que la recherche doit être utile? Donc l'objectif d'Alexandre, c'est de sortir à la fin donc, de cette table ronde avec donc, les grandes pistes des recherches qui doivent être menées en Polynésie. Et donc je pense qu'il va maintenant compter beaucoup aussi sur vos questions et vos interactions. Et puisqu'il ne m'a pas aidé, je vais laisser se débrouiller. Super, je te remercie. On l'applaudit, c'est un showman. Voilà. Ben, je vais demander aux personnes qui font partie du panel aujourd'hui de bien vouloir s'installer. Monsieur Lacombe, Myriama Bono, Monsieur Niels Davis. Hein? Oui, ben, j'espère bien. Et Monsieur Offray, installez-vous, je vous en prie. Mettez-vous là, Monsieur Lacombe. On va mettre Niels juste à côté. Et toi, mets-toi ici, on laissera Myriama s'installer. Vous passez une bonne journée jusqu'à présent ? On va se détendre un petit peu parce que j'ai assisté à quelques présentations tout à l'heure et je veux dire que c'est du très haut niveau. Alors ils ont fait appel à moi aujourd'hui parce que je suis un peu un profane et l'idée c'est de rendre les choses extrêmement accessibles pour répondre à la problématique du jour. On va commencer par la présentation des invités de notre panel. On va attendre que Myriama Bono s'installe et puis on va faire une présentation un petit peu particulière. En fait on va leur demander en quoi il est pertinent de les avoir invités aujourd'hui, en quoi ils sont impactés par le domaine de la recherche. Bonjour Myriama. Tous les micros fonctionnent? On va tester. Un, oui, deux. Oui. Super. Alors, Myriama Bono. Je suis galant, je vais te laisser commencer aujourd'hui. Rappelle-nous, Myriama, quelle est la fonction que tu occupes aujourd'hui et en quoi, fatalement, en quelques secondes, hein, il était pertinent de t'inviter aujourd'hui pour parler de la recherche. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis directrice du musée de Tahiti et des îles. Et j'imagine que la pertinence vient du fait qu'évidemment l'une des missions du musée de Tahiti et des îles, c'est la communication au grand public, alors de la valorisation des collections du musée, mais au travers de cette mission également d'activités qui sont liées à la recherche. Bien sûr. Est-ce que c'est ça ? C'est surtout ça, oui. Et je voulais rappeler aussi qu'à tout moment, on fait signe au jeune homme qui est là, qui s'appelle Alexandre aussi, et vous pouvez intervenir comme bon vous semblera, bien entendu. Monsieur Lacombe, bonjour. Vous êtes le vice-recteur de la Polynésie française, mais quand on regarde un peu votre CV, on voit qu'effectivement, vous, la recherche, vous étiez à fond dedans, quoi. Alors, aujourd'hui, je suis vice-recteur, donc la pertinence, elle n'est pas terrible. À part le fait que le vice-recteur, il représente aussi la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais c'est peut-être au titre de fonctions antérieures, comme directeur de l'IRD ou des 2RT, où bon, cette question m'a intéressé. Je signale que il y a déjà 7 ou 8 ans, je regarde Théa, on avait sorti un ouvrage intitulé « 50 ans de recherche pour le développement ». En clair, c'était la question de l'utilité sociale de la recherche ou l'utilité économique de la recherche pour le territoire. Voilà. Alors c'est déjà vieux, dépassé, mais c'est plutôt là la cohérence de ma place ici, je pense. Niels Davis, bonjour. Bonjour. Alors rappelle-nous quelle est l'activité professionnelle qui te lie à l'université notamment. Moi, je suis généticien par formation, donc chercheur, et actuellement, je suis directeur d'une station de recherche, l'antenne de l'Université de Californie, l'antenne à Montréal. Je suis là depuis 2000, donc plus que 20 ans maintenant. Et nous accueillons des chercheurs plutôt des États-Unis, mais un peu de partout dans le monde, pour mener des programmes de recherche scientifique, mais aussi recherche dans d'autres domaines, humanité aussi, ici en Polynésie. Donc tu viens de nous prouver qu'effectivement tu étais dans le bon casting. C'est très bien, merci. Monsieur Offray, bonjour. Vous travaillez pour l'État
et plus particulièrement chargé de la recherche aussi. Dites-nous en plus sur ce que vous faites ici. Alors je suis depuis 4 mois, délégué territorial à la recherche et à la technologie au commissariat. C'est-à-dire que je suis aussi un des représentants du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ici en Polynésie. Mais à l'origine, je suis directeur de recherche au CNRS et j'ai fait beaucoup d'allers-retours entre la recherche et la diplomatie, puisque j'ai occupé pas mal de fonctions de conseiller scientifique dans les ambassades en Israël, au Canada et au Japon. Très bien. Bah, écoutez, on peut les applaudir. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Pour répondre à cette question, la recherche doit-elle être utile? Alors si on dit oui, merci, au revoir, on peut se débrouiller comme ça, mais la question, au début, quand M. Lucas m'a proposé d'animer cette table ronde, on peut avoir une approche un peu moqueuse, surtout moi, vous me connaissez, je suis un peu impertinent sur les bords. Je me dis, mais il doute. Il est patron des doctorants, il doute, il faut que la recherche soit utile, j'espère. Mais en vrai, quand on creuse un tout petit peu, et surtout c'est pour ça que ça l'intéressait intellectuellement même de me confier cette fonction aujourd'hui, parce que j'avais fait un édito à la suite de la présentation des thèses en 180 secondes, c'est que le profane que je suis ne peut pas se douter à quel point les travaux de tous ces doctorants peuvent l'impacter au quotidien. Et c'est ça aussi qui est absolument passionnant quand on se penche sur le sujet. Et justement, ça c'est une thématique qui vous touche plus particulièrement et qui vous intéresse, Monsieur Lacombe, c'est l'impact sur les populations, l'implication sociétale de la recherche. C'est quelque chose qui vous a toujours passionné. Dites-nous pourquoi. Et en quoi il y a besoin d'avoir le principe d'aborder la recherche sous ce prisme transversal, donc. Alors, pour répondre un peu cash, moi j'ai oublié de dire, je viens des sciences humaines et sociales. J'étais professeur de sociologie, donc ceci explique cela. Quant à la question qui est posée, la recherche doit-elle être utile? Je ne vais pas prendre le risque de me faire huer ni laminer, je ne suis pas très courageux, mais vous allez voir, je vais aussi plaider pour de l'inutilité. Même s'il me faut interroger juste deux choses, parce que je suis entouré de gens qui auront la primauté de parler science. Doit-elle être utile? Le terme de doit n'est pas le terme de peut, et je serais beaucoup plus à l'aise avec la question peut-elle être utile que doit-elle être utile. Je vous rappelle que même l'État n'est pas prescripteur de la recherche. Ici, on est en Polynésie française en plus. Et un document comme Stratum, donc le document de référence du développement de la recherche, quadriennal ou quinquennal, je ne sais plus, mais donne des orientations très précises là-dessus. Donc, vous voyez, ce n'est pas l'État qui peut dire ce que doit être la recherche. Je voudrais aussi, dans les questions qui vous aideront peut-être à osciller dans vos certitudes, oui ou non, au sein des disciplines, on n'a pas la même réponse. Au sein même des champs scientifiques, nous n'avons pas la même réponse à cette question-là. Interroger un philosophe, un historien, pour l'historien, il est indispensable de comprendre le passé pour être bien dans son présent et discerner l'avenir. Bon, pour un généticien, l'équation n'est pas la même. Pour un épidémiologiste, l'équation n'est pas la même. Donc, au sein des disciplines, il y a aussi des variations. Enfin, l'utilité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être utile? Aujourd'hui, le paradigme dominant dans nos sociétés, c'est l'utilité économique. Méfions-nous de ça. Le très bon exemple, c'est la crise Covid, les vaccins, les bagarres des... Juste, je ne veux pas dire que la recherche se réduit à ça, mais des recherches, j'espère qu'il y a des collègues de l'ILM dans la salle, mais qui cherchent depuis des années sur la ciguatera. Pour avoir organisé une ou deux réunions avec des sommités politiques, ils trouvaient que la recherche n'avançait pas et que ça ne servait à rien. Je me souviens de quelques tensions bien menées ce jour-là, où ont été véritablement posées les vraies problématiques. Une recherche est utile si elle bénéficie à la population locale. Si on est en Polynésie française, par exemple, candidat à des médicaments, vous savez qu'il faut déjà une dizaine d'années, donc on n'est pas dans les temporalités, ça c'est une autre question
mais les temporalités du politique ne sont pas celles des scientifiques. C'est un vrai sujet par rapport à la crise Covid, mais l'utilité sociale, alors je reviens sur la gratte ou la ciguatera, ne m'en veuillez pas, mais ça n'est qu'un exemple. Si on produit un candidat médicament accessible à toute l'humanité, mais que le coût économique ou le coût social ne l'est pas aux habitants des archipels et des îles, pour moi, c'est une recherche fondamentalement inutile. Donc vous voyez que je me positionne aussi dans une approche sociétale, sociale. Dernier exemple, mais je le prends que parce que j'ai un généticien à mes côtés. Le vaccin en Guyane, où j'ai travaillé à plusieurs années, le vaccin sur le papillomavirus, obligatoire envers les jeunes filles à l'époque de 15-16 ans, on s'aperçoit 3-4 ans après que ça ne sert à rien. Parce que les souches, alors je vais peut-être dire des bêtises génétiques ou biologiques, en tout cas l'adaptation du vaccin ne marchait pas avec les jeunes filles. Parce que les modes de vie, et notamment les pratiques sexuelles des jeunes en Guyane, étaient antérieurs à la date obligatoire du vaccin, fin 3e. Donc ça ne collait pas du tout, mais on continuait quand même. Vous parlez d'une utilité de la recherche là-dessus. Pour autant, il ne faut pas tout balayer, et j'en termine, parce que je suis beaucoup trop bavard, mais j'en termine là-dessus. On demande aux collègues, donc c'était Pasteur en Guyane qui dominait la réflexion et le centre hospitalier, mais on ne peut pas avoir des vaccins adaptés aux populations guyanaises, au Brésil, etc. Et les grands labos nous disent, mais non, nous, si on n'a pas un bassin de 3 millions de personnes, on ne cherche même pas. Vous voyez la cruauté de la réponse. Ça n'est pas l'économie qui va répondre à l'utilité de la recherche. Voilà, première étape pour moi, et je m'en arrête là pour la première fois. Et je vous remercie. Est-ce que vous voulez poser une question sur les propos de monsieur le vice-recteur maintenant? N'hésitez pas, vous faites signe, même s'il faut me couper, tu me couperas. Myriam a justement une autre approche que celle économique, c'est l'approche par rapport, lorsqu'on en parlait ensemble pour préparer cette table ronde, c'est vis-à-vis de la quête identitaire, qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que j'ai l'impression que certains, pour savoir qui ils sont, d'où ils viennent, ils se lancent corps et âme dans la recherche, justement. Alors, c'est une vaste question, la question identitaire. Alors déjà, tout à l'heure, quand je me suis présentée, je n'ai pas précisé que moi, par contre, je ne suis pas du tout issue du monde de la recherche, et je suis plus, on va dire, dans l'application ou l'interaction. Et je pense que si aujourd'hui on aborde cette question de l'utilité de la recherche, je pense qu'il y a aussi un autre préalable qui n'est pas posé, qui est son accessibilité. Et donc du coup, comment la recherche peut être accessible au grand public. Et c'est vrai que c'est la conversation qu'on avait eue, c'est vrai que c'est là que le musée, par exemple, comme d'autres organismes de liens, on m'entend pas suffisamment, c'est ça ? Je m'en doutais un peu. Donc je disais que c'est vrai que le musée de Tahiti, comme d'autres organismes, sont plutôt ce lien, on va dire, entre la recherche et des questionnements que peut avoir la société, donc notamment le questionnement identitaire. Et on est donc amené ou sollicité pour répondre à plusieurs types de questions de tout genre. Je citais notamment alors des choses qui sont du coup qui n'ont pas d'application pratique, comme les recherches génétiques par exemple, ou les vaccins, mais on va dire, j'évoquais avec Alexandre le peuplement par exemple, avec notamment beaucoup de recherches qui sont menées ici au sein de cette université, sur le peuplement polynésien, et une thématique qui est très souvent abordée, alors sur plusieurs niveaux, j'allais dire, nous, dans le cadre du musée, ce sont des choses que nous présentons, mais c'est aussi, que ce soit pour les enseignants ou le grand public ou le public extérieur qui veut apprendre des choses autour de la Polynésie, ce sont vraiment des questions qui sont récurrentes, avec pas toujours d'ailleurs le même niveau de questionnement ou d'attente, mais pour lesquelles évidemment il faut que nous puissions nous appuyer sur les chercheurs et notamment sur les archéologues. Donc voilà, nous on est vraiment dans une phase, j'allais dire, de transition pour rendre accessibles les grandes recherches qui peuvent être faites sur cette thématique. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, parce qu'on est dans la suite de ce que disait monsieur le vice-recteur, c'est-à-dire
le rapport entre la recherche de l'utilité, l'impact direct que ça peut avoir pour les populations, et justement par rapport au thème de recherche et à la politique de la recherche du pays, c'est là qu'il est intéressant de voir comment ça fonctionne avec vous, Monsieur Offray, parce que vous représentez l'État, mais en même temps la recherche est de compétences territoriales. Donc comment ça fonctionne? Vous vous mettez d'accord? Bon, évidemment, je représente l'État. Alors, je tiens à dire que tout ce que je veux dire n'est pas nécessairement la parole de l'État, sinon ça serait un peu triste. Et donc, pour répondre à ta question, effectivement, la recherche est normalement d'une compétence de l'État, mais Dieu merci, c'est un principe qui est transgressé à bien des égards. La Polynésie, comme tout territoire, a une volonté de pouvoir se doter d'instruments, de connaissances qui permettent d'envisager le développement de son territoire de la meilleure façon possible. Et donc, de ce point de vue-là, la Polynésie se donne effectivement le droit de réfléchir et d'établir des prospectives de recherche. Alors, évidemment, elle ne le fait pas toute seule dans son coin. Et je regarde Théa qui est là et qui est ma partenaire in crime préférée. Donc, on travaille effectivement beaucoup ensemble. Et tout ce qui est prospective de recherche et politique de recherche au niveau de ce territoire se fait vraiment de façon combinée et extrêmement harmonieuse entre l'État et le pays. Et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard, mais effectivement, là, il y a des travaux de prospective qui sont annoncés, qui ont été annoncés par le vice-président en charge de la recherche au Conseil des ministres la semaine dernière, donc sur une stratégie de recherche qui sera développée. Alors, je vais juste un peu revenir quand même sur la question, puisque tu ne m'as pas posé la question de l'utilité de la recherche. Et moi, alors je suis très basique, hein, moi je regarde ce que veut dire utile, et utile, c'est effectivement quelque chose dont on peut tirer un bénéfice. Alors je voudrais juste quand même parler de mon expérience personnelle. Moi j'ai commencé ma thèse, je suis biologiste de l'évolution, quasi généticien, et j'ai commencé ma recherche dans les années 80 sur un thème, vraiment une recherche qu'on aurait qualifiée de complètement fondamentale. On était sur l'évolution chromosomique chez la souris, c'était de l'évolution, donc j'étais dans un institut qui travaillait sur l'évolution, l'adaptation des espèces, etc. On était qualifiés de fondamentaux. Et depuis, je veux dire, en 30 ans, les choses ont complètement changé. Depuis 30 ans, les questions autour du changement climatique, autour de l'érosion de la biodiversité, font que les questions qui se posaient dans le laboratoire où j'étais sont devenues des questions, qui sont devenues des questions avec des enjeux sociétaux extrêmement forts. Et effectivement, là, pour le coup, c'est des questions et des résultats de recherche qui auront un bénéfice et une utilité pour la société. Est-ce que ça veut dire donc que la recherche, elle est à géométrie variable dans le temps en fonction de ce qui est l'enjeu de société numéro 1 du moment? Je crois qu'il est extrêmement difficile de prédire a priori l'utilité de la recherche. Pardon, il est extrêmement difficile de prédire donc l'utilité de la recherche. Et je regarde ma voisine, je prends l'exemple que la ministre a donné quand elle a présenté la loi de programmation de la recherche, qui est un très joli exemple. Tu parles de laquelle là? De la ministre de l'État, donc Frédérique Vidal, qui a parlé de l'incendie de Notre-Dame. Incendie de Notre-Dame, effectivement, ça a été un choc terrible à niveau global, hein, parce que effectivement, c'est un emblème de la culture internationale. Et il se trouve qu'on a été complètement ému par ce qui se passait, mais pas du tout désarmé. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait eu des recherches en histoire de l'art, en architecture, sur les technologies des matériaux, qui font qu'on a pu envisager avec beaucoup de détermination et de sérénité la façon dont on pouvait restaurer Notre-Dame. Donc on voit bien, l'histoire de l'art, c'est pas la première des sciences à laquelle on pense en termes d'utilité. On sait qu'il y a une vraie utilité culturelle, mais là on voit qu'il y a une utilité qui va avoir des conséquences économiques, qui plus est, hein, parce que Notre-Dame, c'est effectivement une grosse partie du tourisme parisien et français. Donc voilà, c'est extrêmement difficile de prévoir et de prédire en quoi les recherches seront utiles. Et il y a des multitudes d'exemples. Hein. Est-ce que vous voulez bien donner le micro à Neil, s'il vous plaît? Petit moyen aujourd'hui, Patrick, hein, si je peux me permettre. Hein. Technique. On a connu plus d'opulence. Hein. Neil, entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, selon toi, est-ce qu'il y en a une qui vaut mieux que l'autre?
Non, mais je veux... Et tu en profiteras aussi pour répondre à la problématique principale en quelques mots avant qu'on développe encore. Oui, je vais commencer la recherche d'abord appliquée ou fondamentale. On cherche quoi? On cherche la connaissance. Donc la question, est-ce que la recherche est utile? Il faut poser, est-ce que la connaissance est utile? Je pense là, la réponse est évidente. La connaissance, c'est aussi le pouvoir. La connaissance et la recherche, c'est pour générer les nouvelles connaissances dans n'importe quel domaine. Donc, c'est des chercheurs. Nous sommes tous les êtres humains sont des chercheurs. On est toujours en train de découvrir des choses. La connaissance traditionnelle est hyper importante. C'est aussi très lié avec l'identité. Pourquoi? Parce que si une population, une communauté connaît quelque chose ensemble, ça fait une distinction avec une autre communauté qui ne partage pas cette connaissance. Donc ça devient un symbole ou un facteur de ton identité. De partager cette connaissance, c'est peut-être intéressant, mais aussi tu perds quelque chose qui est unique si tu partages. C'est un choix. Mais la connaissance est très fondamentale pour l'homme. On est homo sapiens. Sapiens, c'est pour connaître, comprendre. Donc la question, c'est plus, oui, évidemment, c'est utile. Après, c'est plutôt utile pour qui, quand et où. Et là, tu as la dynamique. Et c'est très lié aussi avec, et ça appartient, cette connaissance appartient à qui et où et quand. Donc ça, c'est une qualité appartenir à qui liée avec la propriété intellectuelle, par exemple. Et même ce concept, et je suis généticien, donc je suis loin de ma domaine, mais un concept de commun, est-ce que c'est quelque chose partagé en commun? Est-ce que c'est possible à dire que ça appartient à moi? Parce que ce n'est pas forcément à toi. Toute la recherche est liée avec la connaissance existante. Donc oui, je peux trouver quelque chose, mais c'est forcément lié avec toute la connaissance qui existait avant et déjà. Donc oui, j'ai ajouté un peu de valeur, mais c'est un petit peu de valeur, et j'exploite une capitale, un patrimoine, et peut-être un patrimoine mondial, qui appartient à tout le monde. Par exemple, quand on parle de la nature, la génétique, ce n'était pas l'homme qui a fabriqué les animaux et les plantes. La génétique, c'est un patrimoine qui existe déjà. Oui, on peut découvrir des choses et ajouter un peu de valeur, mais ça appartient, pourquoi ça appartient à moi? J'ai ajouté un petit peu de valeur, mais le patrimoine existait déjà. En lien directement avec ce que tu dis et par rapport à ta spécialité, ça me fait penser à l'actualité, aux dernières déclarations de Joe Biden à propos de la formulation des vaccins ARN messagers, dont il était prêt, parce qu'il avait cofinancé les recherches, à donner ça dans le domaine public pour que n'importe quel labo puisse le formuler aussi. Oui, ça c'est très intéressant. Évidemment, ces questions de brevets et propriété intellectuelle. Et la recherche fondamentale, encore une fois, c'est utile pour qui? Bon, c'est certainement utile pour le chercheur, parce que le chercheur fait la recherche parce que c'est utile pour lui ou pour elle. Après, c'est probablement utile pour celui qui finance la recherche. Public, ça veut dire la population, les gouvernements qui financent la recherche, c'est normalement utile pour ce gouvernement. Et le cas pour la recherche fondamentale est souvent financé par les gouvernements, par la puissance publique, donc ça veut dire par tout le monde. Pourquoi? Parce que l'utilité, c'est sur le long terme, donc à qui? À tout le monde. Et quand? Pas tout de suite. Donc, mais avec l'exemple de cette recherche sur le mRNA, ça a commencé hyper fondamental, mais après un certain temps, c'est devenu hyper appliqué. Donc, fondamental appliqué, c'est une question de temps. Donc, c'est un peu une fausse distinction. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis, moi, qui m'interpelle, c'est tu fais la dichotomie entre tout ce qui peut être résultat de recherche publique, recherche privée, la monétisation qui peut s'en suivre, la propriété. Et justement, l'actualité, elle est totalement chargée en ce moment du monde de l'entreprise qui se mêle au milieu de la recherche.
Ça fait des business incroyables, de nouvelles startups. Il y a BioNTech qui vient d'être avalé par Pfizer et qui ont sorti le vaccin. Est-ce qu'il faut y voir un côté vertueux, que l'entrepreneuriat rentre à ce point dans la recherche, ou au contraire, est-ce qu'il y a un potentiel lugubre quelque part? Ouais. Avant, il y avait un peu un deal entre les gouvernements et les entreprises. Les gouvernements financent la recherche fondamentale qui génère la connaissance qui est partagée avec tout le monde, gratuit, non, tout le monde, y compris les entreprises privées, qui prennent cette connaissance fondamentale qui vient d'investissement public et voient un intérêt de développer quelque chose de très appliqué et commercialisé, rentable. Mais le deal, c'était qu'ils payent des impôts. Si ça marche bien, ils payent beaucoup d'impôts. Une société comme Amazon, par exemple, ou Apple, ils sont censés de payer beaucoup d'impôts parce qu'ils vendent beaucoup d'iPhones. Et ça remplit la caisse du gouvernement qui permettent de financer encore de recherche fondamentale. Donc ça a très bien marché, peut-être pour quelques années, des années 50, 60. Mais depuis un certain temps, les grandes entreprises payent plus d'impôts, ou moins d'impôts. Donc nous avons un problème là. Est-ce que quelqu'un d'autre d'entre vous voudrait intervenir sur cette question entre la recherche et la sphère privée qui se mêlent? Et il y a notamment quelque chose... Allez-y, monsieur Lacombe. Juste, moi, je voudrais rajouter 2 mots, peut-être à mon niveau, en prenant quelques exemples, puis ensuite... je trouve que vous l'avez bien dit, dans les années 80, on était en bagarre pour savoir qui faisait de la recherche fondamentale et qui faisait de la recherche appliquée. Ça s'est arrêté, vous l'avez dit, pour des questions d'accélération des temporalités, pour des questions de publication fondamentale qui trouvent des applications. Ça, c'est essentiel. On n'est plus dans ces problématiques-là, même s'il en reste encore des scories sur le nom de nos grands organismes. Le CNRS, Centre national de la recherche scientifique. Vous voyez, ce n'est pas l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Ou c'est pas le CIRAD, ou c'est pas... Voilà. Donc il y a ces connotations-là qui n'ont plus lieu d'être. 3 exemples simplement. L'ARN, l'invention, c'est quand début 20e? La découverte, pardon. Moi, je fais partie il y a 60 ans. Des premières générations où on enseignait ça dans les bouquins de sciences. Et c'était fondamental. Alors on ne comprenait rien. Enfin, moi, je ne comprenais rien. Pardon, Théa. Je ne comprenais rien en terminale, ARN, ADN... Bon, je fais un peu semblant, c'est vrai. Mais aujourd'hui, chaque Français est persuadé de tout savoir sur l'ARN, sur les fragments. Cette accélération, bon, en tout cas, elle montre une chose, c'est que du fondamental à l'appliqué, ça peut aller très très vite. Je vais aussi penser à d'autres sciences dont on ne parle pas, l'archéologie ou l'archéo-anthropologie. On a quand même ici des spécialistes... J'ai entendu il y a très très longtemps, c'est vrai, dire de Otino, mais à quoi ça sert son travail sur les tatouages? S'il n'y avait pas eu tous les travaux de collecte, de recension de Pierre Otino, je pense que la réactualisation, la cohérence, y compris auprès des Polynésiens, et vous avez le droit de me sauter dessus, ils ont apporté des choses dans la compréhension du sens du tatouage qui ont redynamisé ou participé à la modernisation de ça. Enfin, ah oui, quand on parle d'archéologue, si on cite un, il faut citer l'autre. Donc, Éric Comte, pardon, qui travaille aujourd'hui, il va m'étriper, heureusement qu'il n'est pas là, mais je sais qu'on ne lui répétera pas, Patrick. Oui. Les derniers travaux, parce que même les archéologues ont eu besoin de recourir à des généticiens pour la question des mobilités, où on était sur, non pas des croyances, mais enfin il y avait des schémas établis, vous le savez tous, hein, sur les mobilités, ce qui a valu la construction de grands mythes. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est peut-être pas si simple que ça, ou pas si univoque que ça. Donc des recherches fondamentales en archéologie, elles servent la compréhension de l'identité même contemporaine des Polynésiens, des liens qui unissent dans la Polynésie, Tahiti par exemple, ou les archipels avec d'autres. Et à ce moment-là, tout partait pas de Tahiti de façon excentrique. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Enfin, oui, je disais,
Les travaux, par exemple, de l'IFREMER sur la perliculture, des travaux donc de recherche appliquée, de recherche centrée sur le développement, s'ils ne sont pas précédés de travaux sur les maladies des perles, la génétique des perles, les conditions de sélection, donc de recherche fondamentale, l'application, elle ne se serait pas faite aussi vite. Enfin, sujet plus sensible, mais je reviens aux sciences humaines et sociales. Aujourd'hui, nous travaillons à la question, avec le gouvernement de Polynésie, à la question sensible de l'enseignement du fait nucléaire. Ah, bah là, ça jette un tiède tout de suite. C'est basé sur une seule volonté, c'est comment on peut faire grandir des enfants qui ne peuvent pas avoir accès à l'histoire de leur pays. Bah, c'est compliqué. Si en plus on est capable de dire, bah, comme l'État dit jamais, on ne sait pas. Hein. Donc on sait, mais... donc je renvoie à la question des programmes, même sous contrôle de Rodica, même les sciences de l'éducation ont un rôle essentiel à jouer sur qu'est-ce qu'on enseigne, comment on enseigne, et il y a un groupe de travail qui n'est pas, attention, un groupe de travail scientifique sur la question des essais, la question sur l'écriture de l'histoire, de ce que c'est, de ce qu'on peut donner comme compréhension à des enfants de CM2 ou des enfants de 3e ou des enfants de terminale. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc vous voyez bien la complexité. Certaines fois, ici, les faits précèdent la science qu'il faut écrire. D'autres fois, la science précède les applications. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais mon collègue vous ne m'avez pas perdu. Clarifié. J'aimerais revenir avec vous sur la notion d'utilité quand on la met en perspective du gain financier potentiel et par rapport justement à cette bulle de l'entrepreneuriat et de la recherche où il y a quelque chose qui a tendance, moi, à me gêner un petit peu, c'est de m'imaginer la course au brevet qui se fait dans le monde entier parce qu'il y a énormément d'enjeux financiers par derrière. Mais au final, ça se fait au détriment d'autres recherches peut-être au moins aussi importantes, si ce n'est plus. Ça, c'est une question qui est vraiment intéressante et qui m'est apparue lors d'un sommet du G8 sur les maladies neurodégénératives, dementia, comme disent les Anglais, à Ottawa, où l'un des chercheurs posait la question de savoir pourquoi il y avait 200 entreprises pharmaceutiques qui travaillaient sur la même molécule, qui était extrêmement porteuse d'un gros potentiel, et en laissant de côté toutes les autres pistes de recherche. Donc là, on voit, pour le coup, qu'il y a certaines recherches, en tous les cas, certains moyens de recherche qui ne sont pas toujours utiles, parce que plutôt que d'avoir 200 entreprises qui travaillent sur la même molécule, s'il n'y en avait eu que 10, on est à peu près sûr qu'on aurait eu le résultat. Alors, donc là, il y a effectivement peut-être une régulation, et là c'est extrêmement compliqué, hein, je n'ai certainement pas la réponse, mais c'est vrai qu'on pourrait quand même réfléchir à cette question de savoir comment est-ce qu'on pourrait réguler et mieux distribuer ce financement de la recherche, y compris parmi les entreprises privées, parce que là, pour le coup, on n'a pas nécessairement la main sur la façon dont ces budgets vont être régulés. Et la question des vaccins, c'est exactement la même chose. Il y a en ce moment 110 vaccins, je crois, qui sont en cours de tests pour la Covid. Bon, là, pour l'instant, il y en a une dizaine qui sont approuvés, y compris en Chine et en Russie. Mais voilà, et les autres, est-ce que toutes ces recherches sont utiles? Tous les moyens qui sont mis là ne seraient-ils pas plus utiles ailleurs? C'est une question. Voilà. Moi, je n'ai pas nécessairement la réponse, mais c'est une question. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Monsieur Lucas. Je me pose juste la question, est-ce que l'utilité, ce n'est pas juste une question de patience et de se donner le temps de voir l'utilité de ce qu'on fait sur un horizon de temps qui, a priori, n'est pas défini? Donc, on a parlé tout à l'heure de la temporalité, et donc, en fait, le temps ne doit pas intervenir trop dans le processus de recherche. Il faut juste se dire que peut-être un jour ou l'autre, on trouvera donc l'utilité dans ce qu'on fait. Voilà, j'imagine que si il y a 2 ans, on avait dit à quelqu'un, il va falloir que tu recherches, non, peut-être un peu plus que 2 ans, 3 ans, il faut faire des recherches importantes sur la Covid, beaucoup de gens auraient dit, mais à quoi bon? Mais brutalement, donc la situation a fait qu'un nombre de moyens colossaux ont été mis. Effectivement, ça a engendré donc des affections sur d'autres centres de recherche,
sur d'autres préoccupations de recherche. Donc voilà, c'est intéressant ce que tu dis, mais dans ce cas-là, qui a le pouvoir de mettre la pression sur le chercheur pour qu'il aille plus vite ou pour le presser, si ce n'est pas le politique? Et ça appelle quelque chose d'intéressant, c'est la relation entre le chercheur et le politique. Parfois, ils sont les deux en même temps. Moi, je pense que le gouvernement, l'État a aussi... Le micro, c'est en face de toi, vas-y. Le gouvernement et l'État a un peu son mot à dire sur les perspectives et la priorisation de certains axes dans certaines situations. Maintenant, cette priorisation doit avoir des limites, puisque nul n'est capable d'anticiper ce qui peut se passer dans 5, 10, 15 ans en termes donc, de crise non prévisible. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, bien sûr, mais est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur... Monsieur Lacombe, comment? J'espère, oui, ça me met un peu d'ambiance. Donne-lui le micro, sois gentil. Alors, je sais bien qu'on ne fait pas une démonstration à partir de contre-exemples. Globalement, je suis d'accord avec toi, tu t'en doutes. Néanmoins, si quelque part, il n'y a pas une régulation, moi j'appelle éthique, c'est dégueulasse. Je vais prendre des exemples. Il y a des enfants qui meurent de maladies orphelines, de maladies rares, tous les ans, dans le monde entier. Simplement, ce n'est pas assez intéressant parce que numériquement, on n'a pas besoin de travailler là-dessus. Et donc, il y a certaines maladies sur lesquelles on ne travaille pas, alors parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas les équipes, mais parce qu'il n'y a pas la volonté. Est-ce qu'il faut attendre que ce soit des grandes masses? Ça pose la question fondamentale de la décision démocratique, en fait, où le sort des minorités nous incombe aussi. Alors nous, collectivement, mais on ne peut pas laisser sur le bord du chemin quantité de problématiques, quantité de maladies, quantité de sujets, parce qu'ils ne sont pas rentables économiquement. Donc, quelque part, il faut une régulation. Moi, voilà. Et donc, comment vous voyez la régulation par le pouvoir politique? Je suis très mal placé pour répondre à la question, là. Est-ce que tu prends des ordres d'en haut, Neil? Pardon, il y a un petit ouvrage de Max Weber, un sociologue allemand, qui s'appelle Le savant et le politique. On ne peut pas être et savant et politique. Donc aujourd'hui, j'ai choisi mon camp. Et... Alors du coup, j'ai regardé un petit peu, parce que tu m'avais dit ça en préparant cette table ronde. Donc j'ai vu, en fait, en 1917 et en 1919, le sociologue allemand Max Weber fait 2 discours à l'université de Munich, La vocation du savant et La vocation du scientifique. Ces 2 textes questionnent le rapport du chercheur à son objet, eu égard à la prise en compte de ses propres valeurs et son jugement vis-à-vis de celles des autres. Donc du coup, moi, la question que je me posais, c'est la neutralité scientifique existe-t-elle vraiment? Ou est-ce une utopie? Ou mieux, un but à atteindre? Et tu trouves pas que ça claquait beaucoup plus, en fait, cette thématique de table ronde que... Non, je plaisante. Je veux répondre à une autre question. Qu'est-ce que tu dis? En fait, non, je vais peut-être répondre à une autre question, mais c'est la question de... il y a la recherche qui répond aux problèmes spécifiques. Donc, il essaie de résoudre un problème de santé ou dans n'importe quel domaine. Donc, la recherche de Pasteur, par exemple, c'est classique. C'est répondre à un problème de santé. Tu fais la recherche... et tu attends de résoudre ce problème. Donc ça c'est plus ou moins peut-être la recherche appliquée. Et là, c'est très, très important parce que quelqu'un qui finance cette recherche, qui est à l'origine d'impulser les chercheurs à étudier ce problème, évidemment, si tu peux forcer ou tu peux encourager avec les financements. Et les pays riches, évidemment, ils ont plus de moyens. Donc, les pays riches, pour certaines maladies qui sont un problème dans un pays riche, évidemment, la population est motivée, les gouvernements sont motivés, il y a des moyens. C'est plutôt les grands pays, parce que c'est une économie d'échelle aussi. Donc, ils ont le luxe de financer, de résoudre les problèmes, même une recherche appliquée, très difficile, qui prend du temps, mais ils arrivent. Le paludisme, par exemple, c'est une maladie hyper importante, mais c'est plutôt dans les pays tropicaux. Donc, c'était pas reçu autant d'investissement. Mais ça, cette recherche appliquée, si on veut, pour répondre à un problème, c'est aussi très important que si un chercheur est financé pour résoudre un problème, que les victimes du problème, ceux qui ont un problème, est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont d'accord que oui, nous avons besoin d'aide pour ce problème?
Parce que quelquefois, pour eux, ce n'est pas un problème. Ils ont d'autres problèmes plus importants. Mais les gens arrivent bien financés pour étudier un problème qui est peut-être intéressant. Ça me fait penser à quelque chose, et ça je vais faire intervenir M. Offray. Est-ce qu'il y a certaines recherches qui valent mieux que d'autres ? Merci de la question. C'est quoi la valeur de la recherche? On l'a déjà évoqué tout à l'heure. La recherche, elle peut être, la valeur, elle peut être économique, elle peut être sociale, elle peut être environnementale. Enfin voilà, il y a des tas de. Vous savez, en écologie, avec les services écosystémiques, ou même la biodiversité. La biodiversité a une valeur économique, une valeur patrimoniale, une valeur environnementale. Là, c'est extrêmement difficile pour toutes les recherches. C'est un peu la même chose. Je voudrais juste revenir sur la question du financement des recherches. Vous savez, la recherche. La prochaine crise, on ne sait pas d'où elle va venir. Là, on se prend le coronavirus. C'est vrai que les gens qui ont travaillé ou qui travaillaient là-dessus avant ont finalement avaient une petite avance. Mais l'important, c'est d'être prêt à tout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment cultiver nos savoirs et nos connaissances dans tous les domaines, parce qu'on ne sait pas d'où ça va venir. Donc là, pour être prêt et pour préparer nos sociétés à affronter les prochaines crises, il faut qu'on soit à peu près prêt sur toutes les disciplines. Alors, il faut savoir aussi que les États, d'une façon générale, je parle évidemment des grands pays de recherche auxquels on appartient, en fait, en général, ils ont les moyens qui sont à la fois à destination d'entretenir une recherche sur tous les fronts de la connaissance de qualité. C'est un peu dans les ANR, on va appeler les ANR blancs, par exemple, les appels à projets blancs. Dire que voilà, ça va vraiment se baser sur l'excellence de la question scientifique et puis du porteur du projet. Et puis il y a d'autres appels à projets qui sont bien plus finalisés. Et par exemple, toujours pour l'ANR, que je connais bien, donc il y a pour la Covid ou pour n'importe quel problème qui se pose à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les ANR flash qui sont là, qui peuvent se mettre en place extrêmement rapidement et auxquels on peut répondre, les équipes peuvent répondre extrêmement rapidement sur des problèmes brûlants et urgents à régler. Et ça a été le cas pour la Covid. Donc voilà, en général, il y a toujours une espèce d'équilibre qui est maintenu. Je voudrais juste rappeler qu'avec la loi de programmation pour la recherche, là je prends mon côté représentant de l'État, la loi de programmation pour la recherche qui a été votée le 24 décembre dernier va rajouter 25 milliards d'euros sur les 10 prochaines années, va aider la France à atteindre son objectif de 3% du PIB dédié à la recherche. 3% du PIB, c'est financement public et privé, parce que le financement privé est extrêmement important dans le financement de la recherche. Et donc voilà, la France renforce sa capacité de pouvoir financer à la fois les recherches fondamentales sur le front de la connaissance, mais également des recherches avec une portée plus finalisée. Vous avez de la chance que j'ai pas ma casquette d'éditorialiste aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Il y a beaucoup à dire sur cette loi de finances. Il y en a une question dans le public. Oui, bonjour. Philippe Marmé de l'IRD. Je voulais d'abord réagir un peu à ce que dit M. Lacombe, à savoir qu'il y a quand même des problématiques de maladies, que ce soit des plantes ou humaines, qui sont travaillées, notamment par l'IRD ou le CIRAD. Et donc ma question, c'était un peu cette recherche actuelle, dans le paysage actuel, qui s'intéresse à différentes problématiques locales, pas forcément appliquées, ne risque-t-elle pas de disparaître avec la fusion des instituts de recherche qui se passe en métropole, quoi. À savoir, est-ce qu'on ne va pas avoir tendance à aller vers des objectifs communs? Par exemple, on le voit avec le Covid, qui risque de mobiliser beaucoup d'énergie financière et humaine au niveau recherche publique, quoi. Alors, je vais passer la parole à mon collègue parce que moi, je ne suis pas très à l'aise sur ce sujet-là. L'IRD avait une politique... voilà. Elle a changé, et notamment dans le lien, non pas avec les pays émergents, mais dans le lien avec les Outre-mer français. La position de l'IRD s'est largement affaiblie ici comme dans beaucoup d'autres endroits. Donc des choix ont été faits et ces translations, ces déplacements sont soumis à une politique globale, à une vision globale. Donc je ne suis pas forcément bien placé pour dire ce que j'en pense, notamment en Polynésie française. Non, moi je parlais juste au niveau mondial. Hein. Après d'accord. Après mondial, c'est mon collègue alors.
Après, en fait, on a balancé une petite quand même. Là, hein. Après, l'IRD sur double tutelle, donc on répond aux attentes de nos ministères, quoi, notamment le ministère de l'Outre-mer. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais en tous les cas, en ce qui concerne les systèmes de recherche et l'évolution des systèmes de recherche, pour le coup, je ne suis pas très au courant de ce qui se passe pour l'IRD ou pour les autres. Non, je parlais pas spécifiquement de l'IRD. Je parle, par exemple, quand on voit, par exemple, CEMAGREF, c'est à fusionner avec l'INRA, que l'INRA va fusionner avec le CIRAD. C'était donc peut-être des objectifs globaux. À mon avis, il y a quand même une logique d'optimisation, très certainement. Hein. Enfin, je ne crois pas dévoiler un secret en disant ça. Maintenant, comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis passé dans 4 pays. Alors la France, dans lequel j'ai exercé mon activité de recherche, je suis passé en Israël, je suis passé au Canada, je suis passé au Japon. J'ai vu 4 organisations, mais complètement différentes. Et si on rajoute à ça les États-Unis, enfin tous les autres grands pays, on va avoir des organisations de la recherche qui seront complètement différentes les unes des autres. Certaines extrêmement fondées sur les universités, d'autres comme la France où il y a un équilibre un peu entre les universités et les organismes, le Japon où c'est beaucoup les entreprises qui sont porteurs de la recherche. Donc voilà, il y a des tas d'organisations qui sont différentes avec leurs qualités, leurs désavantages, et moi je crois qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la bonne recherche et d'avoir un bon système de recherche. À ce propos, tu me tends la perche, entre 2009 et 2019, le nombre de publications scientifiques a augmenté de 40% à travers le monde. Dans le même temps, le volume de publications françaises diminuait. Aujourd'hui, nous sommes au 8e rang mondial avec une part de 2,6% des publications. En outre, en 2016-2018, l'analyse du profil scientifique de la France indique que cette dernière n'était fortement spécialisée ni dans les domaines qui produisent le plus de publications à l'échelle mondiale, ni dans les domaines les plus dynamiques depuis le début du XXIe siècle. Alors, la recherche doit être utile. Est-ce qu'on est à la ramasse? Est-ce qu'on est complètement largué? Est-ce qu'il y a des dangers? Si oui, lesquels? Qui veut y parler? Qui veut en parler? Je suis mal placée pour en parler, donc non. Enfin, non. Alors moi, j'allais juste. Alors, je ne vais pas répondre à la question parce que je n'ai pas les données. Ceci étant, elles m'ont intéressée. Mais juste quand tu lisais ça, je me suis dit que, bon, toujours pour reprendre l'aspect du musée, qu'il n'y a pas que les publications non plus qui montrent l'état de la recherche. On parlait tout à l'heure de l'éducation, par exemple. Je pense que des organismes comme le musée, enfin, il y a beaucoup d'autres moyens de diffusion que la publication pure de recherche, sachant que, alors moi, dans le domaine de la recherche, je n'ai que de temps en temps essayé de lire des publications archéologiques. J'avoue que c'est pas toujours très accessible, même si le sujet m'intéresse beaucoup. Donc je vois que devant moi en acquiesce, j'imagine que c'est pareil dans beaucoup d'autres domaines. Et donc voilà, je pense pas non plus que la publication scientifique soit forcément voilà, le type de publication les plus accessibles pour rendre la recherche accessible. Si. Non, c'est l'indicateur avec un I majuscule, mais je suis assez d'accord que c'est pas le seul. Enfin voilà, il y a des tas d'autres choses qui sont utilisées, mais franchement, pour classer les pays, les universités, voilà, c'est d'abord la publication scientifique qui est utilisée. Il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant que la France est décrochée pendant cette décennie, c'est effectivement le cas. Les pays s'étaient fixé un objectif de 3% du PIB pour le financement de la recherche. Ça, c'était les objectifs de Lisbonne. C'était pour 2010. C'était pour 2010. On devait atteindre 3%. Aujourd'hui, en France, on est, donc 10 ans après 2010, on est à 2,2% du PIB dédié à la recherche. Donc on est très loin. Et ça a été, d'ailleurs, donc la ministre elle-même, dans son discours au Sénat, a dit que la France décrochait. Et donc la loi de promotion de la recherche, dont tu as beaucoup à dire, est d'abord dédié à essayer de compenser et de surmonter cette épreuve. Mais c'est vrai que la France, elle décroche. Bon, il y a peut-être une question de financement. D'autres pays, enfin les 3%, les États-Unis y sont, l'Allemagne l'a dépassé, Israël est à 4,9%. Voilà, il y a des tas d'autres pays qui ont fait cet effort que la France n'a encore pas fait. Donc là, voilà, la loi de programmation est en tous les cas destinée à essayer de compenser, à essayer de rattraper le retard que la France a pu prendre. Le seul problème étant que cette loi de programmation n'engage qu'Emmanuel Macron et que l'année prochaine, il peut changer.
Ben ça, c'est les lois de programmation pluriannuelles. Hein. Je veux dire, effectivement, c'est prévu sur une décennie. C'est pas le premier à faire, à mon avis, une loi pluriannuelle. Hein. Donc oui, effectivement, cette question est évidemment reste ouverte. Mais j'avais encore une chose à dire là-dessus. Je me rappelle plus ce que c'était. Tu m'as coupé du coup dans mon élan. Oui. Voilà. Il y a des tas de pays quand même qui sont en pleine progression. Bon, on a vu que la Chine a doublé tout le monde sur ces 15 dernières années et on s'attend à ce qu'avant 2030, elle ait dépassé les États-Unis en termes de production scientifique. Hein. L'Inde est en pleine croissance. Il y a des tas de pays comme ça qui sont en train de monter et des pays comme la France, comme le Japon, comme l'Italie, ont un petit peu plus de mal à tenir leur rang et c'était important effectivement de faire cette loi de programmation pour soutenir la recherche française. Ok. Alors, il y a quelque chose qui est énormément d'actualité aussi, c'est la fake news, le mensonge, qui sont omniprésents. Et il y a un phénomène nouveau qui, moi, en tant que simple témoin de l'actualité, a tendance à m'effrayer totalement. C'est quand je vois des gens bardés de diplômes, qu'on appelle des chercheurs, se mettre au service de la contre-vérité. Et donc, en l'occurrence, ces derniers, ils assument publiquement des postures de rupture. Et j'aimerais savoir ce que ça peut vous inspirer. Alors, sur les deux questions, la dernière, je reviens sur le savant et le politique. On ne peut pas être savant et politique. C'est tout simple, c'est compliqué parfois de s'extraire d'une position ancienne, mais je considère que je n'ai pas de légitimité, moi, pour parler de la politique scientifique. Donc, il a été très bien répondu, le PIB, les progrès escomptés, etc. Quand on accepte d'être haut fonctionnaire, ou quand on est élu, ou quand on est un chercheur, allez, je vais faire des dédicaces, en fin de carrière, qui a besoin de faire le buzz, parce que telle ou telle raison... il y a des questions d'ego. Vous ne pouvez pas mesurer quand on vieillit comment on a besoin d'être aimé par tout le monde. Oui, mais les profs de fac, rigolez pas, même si tu es plus jeune que moi. Quand on est dans un amphi, on a besoin d'être aimé aussi. Enseigner, c'est aussi ça, je veux dire. Donc pour moi, c'est pas possible d'être et savant et politique pour répondre très simplement à la question. Alors, le petit point de désaccord, même si je partage tout ce qui a été dit, les pourcentages, les progrès, etc. Moi, j'ai une défiance vis-à-vis des classements, parce que ce qui m'intéresse venant de la sociologie, c'est davantage qui fait le classement, quelles sont les conditions du classement. Si on reprend ce classement-là, l'UPF est la dernière université de France. Je m'excuse de le dire. Ben non, j'ai dit que j'étais pas d'accord. Donc Patrick, ça veut dire que les effets de taille seraient déterminants pour classer les équipes, et c'est pas ce que je pense. Simplement, on est dans une doctrine aujourd'hui où les grandes concentrations, les grandes... L'UMR, c'est déjà petit, donc on a inventé plein de trucs en pensant... Et pourtant, l'histoire des sciences, l'histoire de la recherche nous montre que ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que j'ai eu un petit non à côté d'un grand oui. Donc je m'intéresse aux conditions du classement, et sois rassuré, Patrick, je pense que pour expertiser une université, il faut aussi des conditions, par exemple, sur la qualité de vie étudiante, sur les logements étudiants, sur l'insertion professionnelle des étudiants. En clair, je veux dire que même pour les chercheurs, évidemment, la science doit-elle être utile? Oui, le message, il est univoque pour des doctorants, pour des jeunes. Il n'y a que les publications qui comptent si vous voulez faire carrière. Le reste, c'est du blabla. La pédagogie, l'administration, le reste. Pour faire carrière, il n'y a que ça qui marche. Tant qu'on a un CNU comme ça, dont vous savez qu'il est quand même question de le faire évoluer, donc Conseil national des universités. Donc là aussi, il y a des choses à dire sur l'évaluation et le redressement de la recherche. Par contre, si vous voulez d'autres procédures de classement qui intègrent, par exemple, le bien-être étudiant, l'activité physique et sportive, qui participent de la performance scientifique, enfin pour moi, j'en suis convaincu. Je ne suis pas certain que la France soit sur un déclin fondamental. Je ne parle pas des 2 années Covid, post-Covid. Mais ne retenez qu'une chose, c'est qui fait le classement
Et donc, on est obsédé par certains classements, certaines performances, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être méfiant. On l'a vu, même notre fer de lance Pasteur, dans la course de vitesse Covid, on s'est aperçu que sur la réactivité, au moins on peut dire ça, oui, on n'est pas forcément dans la capacité de résoudre des problématiques de façon très accélérée. Bon, on en tirera les enseignements, etc. Mais sur l'idée du déclin, de la consternation, je voulais dire qu'il en va de la recherche comme des universités. Tout dépend quels sont les critères du classement. Et je pense, moi, que la recherche scientifique et les publications, c'est une chose. Mais je pense aussi que la vulgarisation scientifique, comment expliquer aux Polynésiens qu'on consacre autant d'argent, à qui ça sert, à quoi ça profite, ou l'inverse, à quoi ça sert, à qui ça profite, c'est une question fondamentale. Et puis, un autre des trépieds des fonctions de mon collègue et de ma collègue dans la salle, le transfert et l'innovation. Si on n'est pas là aussi pour booster les entreprises, le dynamisme et la création d'emplois, in fine, parce que ce qui nous attend là, dans les mois qui viennent, l'effet post-Covid, il va falloir quand même qu'on se penche aussi sur ces sujets-là d'urgence. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que la recherche, elle englobe ou elle précède un certain nombre de politiques publiques qui sont des politiques éducatives, des politiques sanitaires, des politiques de transfert, et que les classements, oui, je le sais, la Chine est plus grande que et que les États-Unis, et que la France, et que la Polynésie. Mais ce n'est pas que la démographie, je veux dire, qui dicte ou l'économie qui dicte les classements internationaux. C'est de ça dont je me méfie simplement. Histoire des plus grands chercheurs et des plus grandes inventions, reprenez l'histoire de Pasteur, de Lister, de Monod, de Kahn, de quantité d'autres. Est-ce qu'ils étaient dans des méta-plateaux de Saclay ou autres? Je ne suis pas sûr. C'est dédicace méchante là. Mais... Sur la question au propos des scientifiques qui se mettent dans des postures de rupture, qui sont etc. C'est un sujet bien étudié par les sciences sociales. Alors, il y a une douzaine d'années, la sociologie a fait la une des actualités. Ce n'était pas une fake news. On a fait soutenir une thèse à une dame sur la voyance. Donc, je ne reviens pas là-dessus, il n'y a que les anciens qui s'en souviennent. La question de départ, elle est extrêmement intéressante. Comment se fait-il que dans des sociétés supratechnologiques, hyper modernes, hyper avancées, les croyances prenaient une place aussi importante que la science? Donc elle surfait là-dessus, la dame, j'y reviens, mais comment se fait-il que dans les années 2000, marabouts, magnétiseurs, guérisseurs, en Bretagne, penseurs, etc., aient autant de succès, autant de clients, de patients? Voilà, ça c'est une vraie question. De façon épistémologique, est-ce que ça mérite qu'on s'y intéresse? Oui. Après, si c'est une thèse pour faire l'apologie de la croyance, etc., c'est autre chose. Et là, je ne me suis pas associé à ça, évidemment. Il en va de même pour les réseaux sociaux. Ça présente un sujet, pour l'instant, trop peu investigué. Comment ça se fait que toutes les lâchetés collectives, tous les anonymats, peuvent faire ressurgir de la petite enfance, je parle du harcèlement scolaire, à l'âge adulte, le pire de l'homme, là-dedans. Je ne crois pas qu'il y ait une nature humaine, enfin moi je fais partie de cela, et qu'à partir du moment où l'anonymat, la lâcheté sont... Et de même manière, des savants, où je vais être très méchant, des pseudo-savants. On a eu, par exemple, mais je ne vais pas dire leur nom, un binôme de jumeaux en mathématiques, des stars. Et je pense à quelqu'un qui était à l'époque... Vous allez m'écorcher Igor Grishka, là? Qui était directeur de la science... qui était un grand ami de la Polynésie au CNRS. Il était directeur général de la science, hein. Le pauvre est décédé depuis, mais il ne comprenait même pas que ces garçons-là aient une thèse. Donc il y a déjà les conditions d'accès à. Ensuite, il y a la médiatisation qui, pour moi, même si quelqu'un a les pieds sur terre, mais le tournis médiatique, le besoin de plaire, j'y reviens et je conclus par ça, le besoin de séduire,
Et j'ai une pensée émue pour ma directrice de thèse, donc ça remonte à 1000 ans, qui me disait « Philippe, à partir du moment où tu auras besoin d'être dans le journal, c'est que tu n'es pas reconnu. » Elle y avait répondu cash. Voilà. C'est pas forcément ma réponse, mais c'était il y a très 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 longtemps. Neil, toi qui es généticien de formation et qui est dans le domaine de la recherche, tu as dû être parfois à cran avec l'actualité ces derniers temps. Quel regard tu portes sur tous ces gens qui à la limite, sont plus dans le fait de poser des questions en permanence que de vouloir vraiment des réponses? Oui, il y a un lien entre la discussion des publications et ces questions de mensonges ou de fake news. Parce que pourquoi les publications sont si importantes pour la recherche? C'est parce que la recherche, pour juger la qualité, qui est qualifié? Quand c'est la recherche, c'est très spécialisé. Donc, c'est que les autres chercheurs ou les autres spécialistes dans ce domaine, n'importe quel domaine, qui sont qualifiés de juger la qualité d'un travail de recherche. Donc, la recherche, aujourd'hui, on parle d'une économie de connaissances, mais la recherche était toujours dans cette économie. Et la recherche a développé des systèmes pour évaluer la connaissance, la qualité. D'abord la qualité. Okay. Donc, est-ce que c'est de bonne qualité ou pas? Et ces publications et plutôt les citations. C'est bien de publier quelque chose, mais c'est plus combien de tes pairs, des autres spécialistes trouvent ça intéressant, une avance ou même provocateur pour le moins. Après. Évidemment, cette connaissance, comme la connaissance est toujours utile pour quelqu'un, il faut poser la question cui bono, ça c'est à qui? Et là, tu vois évidemment, il y a une tentation, il y avait toujours une tentation pour soit les entreprises ou ceux qui ont un intérêt de financer, d'essayer de publier des choses qui ne sont pas vraies, mais dans leur avantage. Donc ça existait toujours, et le système de publication et revues par les pairs, par les autres spécialistes, ouvert. Ça peut mettre, peut-être pas tout de suite, mais après un certain moment, on va exposer que ce sont des mensonges. Maintenant, je vais parler un peu plus de la recherche scientifique, parce que la recherche scientifique a un avantage. Quand on parle de la science, c'est pour la méthodologie scientifique, mais pour découvrir et comprendre la nature. La nature existe. Donc il y a ça c'est philosophique peut-être, mais il y a une vérité qui existe dans la science. La nature est là, on veut découvrir comment elle fonctionne. Et donc là, tu as un autre standard de vérité qui est un peu externe. C'est la nature et la méthodologie scientifique qui montrent que c'est vrai ou c'est plus vrai qu'une autre théorie. Donc dans ce système scientifique, il y a un système pour exposer ce qui n'est pas vrai, au moins vrai pour le moment. C'est intégré dans le système. Et nous sommes tous motivés d'exposer que ce que l'un de nos collègues a proposé, c'est pas vrai. Ça avance comme ça. On avance pour dire non, ce que j'ai pensé, c'est pas vrai. Donc la science avance dans ce sens-là. Donc malheureusement, ce système n'existe pas pour les opinions ou dans d'autres domaines. Donc, je n'ai pas trop peur pour la science quand on parle de changement climatique ou le Covid ou quoi que ce soit. Le système scientifique est bien adapté pour trouver la vérité. Après, ou plus proche de la vérité. Après, il faut toujours se méfier, évidemment, avec tout ce qui est autour de la recherche scientifique qui peut être imposé comme semblant de recherche scientifique. Mais je pense à quelque chose justement qui peut parasiter ou restreindre et en même temps donner des guidelines. Vous l'avez un tout petit peu évoqué tout à l'heure. On peut se dire parfois que ce qui pourrait être utile en termes de recherche n'est pas obligatoirement éthique. C'est lequel qui devrait être privilégié? La recherche, est-ce qu'elle peut aller sans éthique ou pas? Pour moi, la réponse, c'est que la recherche, comme tout, doit être soumise à une réglementation démocratique.
Donc, qu'est-ce qui est éthique? Ça, c'est pour la population à décider. Et ça, par une délibération démocratique. C'est le seul moyen, à mon avis. Après, c'est très important pour cette délibération démocratique aussi à décider quelle priorité dans la recherche pour cette population. Donc, qui décide qu'est-ce que la puissance publique va financer. Il faut que ça soit démocratique et qui vienne de ce processus délibératif. Myriama, pour ce qui opinion personnelle, ce qui doit être utile doit aussi être éthique. Doit aussi être éthique? Pour moi, oui, ça tombe sous le sens. Enfin, ça me semble une évidence. Après, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de ce qui va être utile ou ne va pas être utile. Et d'ailleurs, c'était ce matin, on l'a entendu pendant une des doctorales, c'est-à-dire qu'en fonction de son domaine d'activité, forcément, il y a des thématiques qui vont nous intéresser plus que d'autres, qui vont nous paraître utiles plus que d'autres. Donc moi, par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'archéologie pour le musée Tahiti, mais je voudrais quand même revenir, citer une petite anecdote sur la temporalité, anecdote que j'avais évoquée avec toi, parce que donc, tout à l'heure, je n'ai pas cité M. Éric Comte, mais évidemment, c'est à lui auquel je faisais allusion, et il se trouve que, bon, comme vous le savez certainement, le musée est actuellement en rénovation, donc on reconstruit une salle. Et il se trouve qu'il y a quelques semaines, j'ai réuni un comité de relecture scientifique dans lequel il y a beaucoup d'universitaires, évidemment, dans différents domaines, sur tous les sujets qu'on aborde, et notamment sur le sujet du peuplement. Et en fait, il se trouve que avant d'arriver au musée, je n'aurais jamais imaginé que faire une carte sur le peuplement de la Polynésie française puisse éveiller autant de débats et de passions, mais vraiment acharnées. Et Manouche Le Hartel, qui était avec nous pendant ces discussions et qui, elle, était à l'ouverture du musée il y a 40 ans, m'a fait la remarque qu'en fait, elle n'était plus du tout à la page parce qu'en 40 ans, elle s'est rendue compte que la carte que nous allons mettre dans le musée qui va réouvrir a quand même notablement évolué. Alors, déjà, évidemment, il y a des choses qui ont été précisées par rapport aux migrations, mais aussi quand même sur les datations. Et pas des petites précisions, puisqu'on vient à 200 ans, par exemple, des différenciations entre ce qu'il y avait en 1980 et maintenant. Donc c'est aussi pour dire que, comme vous le citez tous, il y a une temporalité dans la recherche et que ça prouve aussi qu'on a bien fait de continuer à mener ces recherches sur le peuplement. Et pour rebondir également sur la question de la publication, c'est vrai que nous, en tant qu'organisme, quelque part de vulgarisation, en fait, on est obligé de s'appuyer sur toutes ces thèses et sur toutes ces recherches pour pouvoir ensuite diffuser au grand public les données les plus exactes ou en tout cas proches de la vérité possible, en tout cas à l'instant où on parle. Voilà. D'accord. On a encore un peu de temps, monsieur le directeur, ou vous me dites, c'est vous qui donnez le... Ok. Un mot de la fin. On va vous faire passer le micro les uns après les autres. On va commencer par vous, monsieur Offray. Un mot de la fin sur ce débat et sur l'utilité de la recherche. Moi, je crois qu'il faut quand même, comme on l'a dit à plusieurs reprises, vraiment penser à développer tous les champs de recherche. Tous les champs sont intéressants et en fait, on ne sait pas lequel va nous servir à l'avenir. Donc ça, c'est extrêmement important. Il faut aussi penser qu'un pays, pour qu'il soit libre, il doit maîtriser aussi un certain nombre de technologies, en particulier toutes ces technologies stratégiques qui vont beaucoup nous impacter dans les années à venir. On parle évidemment de l'intelligence artificielle, du quantique, etc. Et là, effectivement, tout ça, cette liberté et la prospérité d'un pays tel que la France ou d'un territoire tel que la Polynésie va passer par la recherche. Et il est extrêmement effectivement important de considérer que toutes les recherches sont utiles et que toutes les recherches vont nous servir à notre développement. Oui, alors non, c'est pas grave. Non, juste pour rebondir sur cette question de l'utilité, moi, il y a cet après-midi les présentations qui nous ont été faites, donc une dans le domaine de l'éducation et l'autre sur le domaine juridique. Je trouvais que c'était quand même assez en résonance avec ce dont on est en train de parler, puisque pour les 3-4 présentations qui nous ont été faites sur l'éducation, à chaque fois quand on leur a demandé quelle était l'utilité derrière, on a bien compris qu'elle était aussi sur
pouvoir de décision derrière, c'est-à-dire sensibiliser à la fois l'éducation, les enseignants, les parents dessus. Et ça me semble des problématiques essentielles pour la société. Et également même sur le domaine juridique, même si j'avoue que là, moi, c'est pas forcément mon domaine d'intérêt premier, mais on voit bien qu'il était question d'organisation, là aussi, de la société, et que du coup, ça nous concerne tous. Alors on est certes loin de recherche fondamentale ou appliquée, on est loin de données génétiques ou de vaccins, mais ça me semble tout aussi essentiel, parce que je pense que ça nous intéresse tous de savoir combien de taxes on paye et où est-ce qu'elles vont. Donc même si ça paraît très éloigné, ça nous a prouvé une fois de plus que c'est essentiel en fait. Voilà. Merci Neil. Oui, je juste dis que la connaissance est utile de toutes ces sources et dans toutes ces formes, et même nécessaire pour le progrès. Et donc la recherche de la connaissance, il faut que ce soit de plus en plus démocratisé. Eh ben moi, en quelques mots, à la question la recherche doit-elle être utile, je dirais plutôt non. Parce qu'il faut bien y revenir et oser se mouiller. À la question la recherche peut-elle être utile, je dirais plutôt oui, à une condition que l'éthique prime sur l'utilité. Voilà, pour moi, ma posture, elle est extrêmement claire. Quelle que soit la science, quelle que soit l'ambition, la connaissance, l'éthique, on a vu des expérimentations génétiques ici ou là. C'est pas une attaque, hein, Niels, je suis pas assez courageux, mais des expérimentations contre l'humanité qui sont pas supportables. Je ferai pas l'éloge de l'inutilité de la recherche, parce que ça serait vécu comme une provocation, mais la recherche peut être inutile. On l'a dit en d'autres termes, à un moment donné, on ne peut pas présager de l'utilité différée de cette recherche-là, le cas échéant. Je me souviens aussi des 2RT, donc il y a déjà bien longtemps, recevoir une demande de financement sur un travail portant sur la médecine vétérinaire équestre dans la Rome antique. Ah ouais. Alors j'étais scié. Et je dis, mais à quoi ça sert? Ah, je dis, mais c'est une mauvaise question, ça. Et pendant une heure, au bout d'une heure, j'ai été convaincu de l'intérêt, de la compréhension de certains mécanismes de fonctionnement de la démocratie, du rapport homme-nature. C'était ça le vrai sujet, mais son titre, c'était ça. Donc vous voyez, j'avais tendance à dire ça, franchement, de l'histoire, et plus elle serait ancienne, moins elle serait utile, ça ne marche pas comme ça. Et enfin, je vous ai pris un exemple tout à l'heure, et encore une fois, ce n'est pas à partir d'exemples qu'on fait la démonstration, mais ma conclusion, moi, c'est que l'éthique doit primer sur l'utilité. Toutes ces maladies rares, toutes ces maladies qui concernent des populations éloignées ou des enfants, parce qu'il n'y a pas des nombres suffisants pour engager des grands programmes ou des grands labos de l'art. Voilà. Si on n'a pas une régulation éthique là-dessus, et il y en a en génétique, dans les CHU, sachez-le, ce n'est pas un discours dramatique que je tiens, il y en a, il y a des comités consultatifs de la recherche, de l'expérimentation, de tout un tas de trucs. Mais par contre, les chercheurs tout seuls, et je vous remercie d'avoir évité ce que j'entends trop souvent, vous connaissez des chercheurs qui cherchent, et on y avait eu droit aussi en Polynésie il y a quelques années. Donc on a évité ça, on a évité quelques travers d'opposer la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc voilà, l'idée c'était peut-être pas d'apporter des réponses, en tout cas personne n'a voulu être péremptoire sur les réponses, mais des éléments de réflexion sur la complexité de votre question. Mais juste comme ça pour conclure, vous avez cherché pendant longtemps. Là vous allez me fâcher là. Non mais vous avez trouvé un truc un jour ou pas? On peut aller s'expliquer. Merci à toutes et à tous, à bientôt. Et puis, Franck, cocktail, ok. Maruru.